BFM Business. Midi, l'heure H. L'invité. Bonjour Philippe Le Dreyfus. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur BFM Business. Vous êtes le président du conseil de surveillance de Louis Dreyfus Armateur, spécialiste de la confection et gestion de navires, les vraquiers essentiellement, mais aussi remorqueurs, rouliers pour le transport de véhicules. Vous êtes à la tête d'un groupe familial, une histoire vieille de 165 ans. Est-ce que la maison Louis Dreyfus Armateur a déjà eu affaire à une telle crise ? Bonjour, merci de m'accueillir. On est de loin plus uniquement dans le transport de vrac, c'est même devenu une activité minoritaire pour nous par rapport aux navires de service high-tech. Vous avez un peu mentionné, mais on la fibre optique, peut-être, câblier, éolien et autres. Je suis depuis 20 ans dans ce groupe de famille que j'ai repris, mais pas depuis 165 ans. J'imagine je ne peux pas tout vous dire. Je sais que ça a été compliqué, sans doute en 29. Ça a été compliqué indéniablement pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a connu une catastrophe importante. Je crois que c'est la première fois qu'on a une crise qui soit économique, sociale, politique peut-être un jour, si ce n'est pas déjà. Et clairement industriel et de l'emploi, ce qui est à terme un gros problème. Donc c'est sans doute la première fois qu'on a une crise aussi grave. Elle est grave pour l'ensemble du monde économique, elle est peut-être encore plus grave pour le secteur maritime qui a ses problèmes propres, spécifiques. On va y revenir bien sûr. Où est-ce que vous en êtes là ? On est en plein milieu de l'été, mi-août. Comment ça se passe pour vous ? Écoutez, il n'y a pas de août pour le transport maritime et pour le monde maritime parce que les bateaux, ça ne s'arrête jamais. 365 jours par an, 24 heures sur 24. Et c'est un des problèmes que nous avons d'ailleurs, si vous me permettrez d'en dire un mot, c'est les relèves d'équipage qui sont d'énormes problèmes à la fois techniques et sociaux pour le monde maritime et pour le personnel navigant. Et donc c'est là où la grande complication est là. La plus grosse complication, c'est bien sûr la conjoncture qui est molle, même si on peut imaginer qu'elle va repartir, on l'espère, dans la mesure où il n'y aura pas une forte deuxième vague de Covid. Mais la conjoncture est molle, un gros potentiel de redémarrage. Mais c'est un énorme problème pour le maritime parce qu'il y a ces problèmes de relève d'équipage. Les relèves d'équipage, c'est énorme, en deux mots. C'est chez nous, les marins passent 2 mois et demi à bord et ont 2 mois et demi de congé. Nous n'avons pas vu toujours les relever. Et même s'il y a une énorme solidarité de la profession, que leurs collègues voulaient bien y aller, mais il fallait qu'ils passent 15 jours à l'hôtel, à l'embarquement, 15 jours à l'hôtel au débarquement, dans des endroits pas toujours faciles. Donc un grand salut aux marins français, aux navigants qui ont donné un bel exemple de solidarité et de courage et de services publics. Oui, parce qu'on a été le cas en France de tous les services publics, peut-être. On a parlé des médecins, on a parlé des infirmiers, infirmières, caissières. On n'a pas parlé des marins, c'est vrai. Ils ont aussi leur place là-dedans. Ils ont été très actifs. Est-ce que l'un des enjeux de cette crise, c'est aussi de conserver les équipages français ? Totalement. On existe depuis 167 ans exactement aujourd'hui. On a toujours eu la préoccupation qu'une maison, c'est comme ça qu'on s'appelle, c'est bien sûr des actionnaires, c'est un nom, ce sont des navires, mais ce sont d'abord et surtout des équipes. Et sans les équipes, surtout dans le type de navigation que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire les navigations high-tech, les câbliers, qui ont été très très sollicités depuis quelques mois du fait des besoins de communication. Aujourd'hui, la logistique éolienne en mer, avec des navires très spécialisés. Les navires rouliers pour le transport d'Airbus, on a besoin de gens ayant une spécificité, une compétence et une formation spéciale. Donc ces gens-là, on a besoin d'eux, la maison Louis Dreyfus a besoin d'eux, mais la France a besoin de ses navigants, comme dans d'autres sociétés françaises. Parce qu'il y a de plus en plus savoir-faire. Mais il y a de plus en plus de concurrence. Elle est féroce, la concurrence. La concurrence a toujours été féroce. Le maritime se caractérise par la globalisation, la mondialisation la plus grande. Et nous avons des concurrents. Dans certains domaines, on en a peu, parce qu'on a été des précurseurs. La logistique éolienne, on a été des précurseurs. On s'est lancé là-dedans il y a 8 ans, et maintenant ça devient très à la mode. Le câblier, on s'est lancé là-dedans il y a 15 ans, on se rend compte aujourd'hui de l'importance de la chose. On a des concurrents parce qu'on est copiés, et on a mais c'est un des risques et un des honneurs peut-être de notre profession, c'est d'être copié.
Le commerce mondial, il devrait enregistrer en 2020 sur l'ensemble de l'année une contraction entre 13 et 32%. Ça, c'est ce que nous dit l'ONU. On parle beaucoup de l'aérien tous les jours dans l'actualité. Peut-être parce que c'est un mode de transport aussi plus concernant, plus familier pour le public. Mais 90% du commerce mondial, Philippe Louis-Dreyfus, c'est le commerce maritime. Ça passe par la mer. Et ça, on l'oublie. Très souvent, on l'oublie. Tous les journalistes ne l'oublient pas, heureusement. Merci, Monsieur Maurice. Mais c'est souvent le cas. Les politiques parlent beaucoup de la mer, en France comme ailleurs, mais peut-être sans savoir combien on doit, pour notre indépendance économique, pour notre souveraineté nationale, à notre flotte. Et c'est pour ça qu'il est important que nous ayons une flotte, que nous conservions une flotte stratégique pour les approvisionnements, aussi pour certaines activités essentielles comme celles que je mentionnais, pour les emplois. Et c'est absolument essentiel de garder ça parce que sans flotte, il n'y a plus de souveraineté, il n'y a plus d'indépendance et on dépend totalement de l'étranger, comme on a pu le voir ces derniers temps avec, par exemple, les masques. Il ne faudrait pas que ça arrive avec des choses encore un peu plus importantes. La crise du Covid-19, elle a démontré l'utilité du transport maritime. Elle vous a prouvé aussi peut-être qu'il était sous-estimé ? Non seulement je l'approuve, mais là, ça fait des années que je pense que le transport maritime est considéré comme la 5e roue du carrosse, tant par les pouvoirs publics de beaucoup de pays que par les grands clients qui payent, qui considèrent que c'est la fin du cycle d'approvisionnement et de fabrication. On passe par la mer, alors que c'est souvent au départ pour les matières premières et à l'arrivée pour les produits finis. Et c'est donc un aspect absolument essentiel que trop souvent les gens oublient. Pas dans tous les pays. Les États-Unis, la Corée, le Japon, l'Indonésie protègent. C'est pas ce que nous demandons dans le maritime. Nous ne demandons pas de protectionnisme, mais au moins un respect et la considération qu'on doit accorder à une industrie aussi importante. L'activité dans les ports français, elle en est où maintenant ? Écoutez, je crois que nos bateaux, personnellement, chez Louis-Dreyfus, touchent assez peu les ports français, puisqu'ils tournent complètement sans toucher les ports. Nous, les approvisionnements en hommes, les relèves se font, les approvisionnements se font par hélicoptère le plus souvent. Néanmoins, les ports français sont dans des situations aussi désirables que beaucoup d'autres, mais sans doute encore pire, puisque malheureusement, la France, grande puissance maritime, place 2 grands ports français dans les 100 premiers, et encore je ne sais même pas, mais pas du tout dans les premières places, très très loin. Et puis ça ne fait que descendre. Extrêmement désolant pour notre image et aussi pour notre économie, malgré la qualité des gens qui les gèrent. Est-ce que cette crise a fragilisé encore un peu plus les compagnies maritimes françaises ? Indéniablement, a fragilisé les compagnies maritimes internationales. Certains pays ont aidé ou aident depuis très longtemps leurs compagnies maritimes. La Chine, je disais, le Japon, la Corée, les États-Unis qui sont très protectionnistes. Mais on s'est rendu compte récemment que des pays, la Chine a continué énormément d'aider leurs compagnies maritimes, Singapour également. Toutes les compagnies maritimes ont des problèmes. La France a fait face. Le gouvernement français a pris de très bonnes mesures pour l'ensemble de l'économie, pour l'ensemble des entreprises, avec les PGE, les autres aides. Vous en avez bénéficié d'ailleurs, de ces plans d'aide ? Nous sommes en train d'en bénéficier, oui, absolument. C'est absolument normal qu'on soit aidé, comme le sont d'autres secteurs. Oui. Peut-être on aurait pu l'être plus, vu notre spécificité et vu les problèmes spécifiques de nos métiers. En particulier, je mentionnais la relève des équipages, mais il y en a beaucoup d'autres. On a les mêmes problèmes que l'ensemble des autres entreprises, plus nos propres spécificités perverses. Vous parliez de la compétition internationale, de la Chine plus précisément. Cette crise-là de la Covid-19, elle a aussi rappelé notre dépendance vis-à-vis de la Chine. Est-ce qu'on peut encore rivaliser d'ailleurs avec les Chinois dans le commerce international ? Vous qui êtes un professionnel là, de la mer. Écoutez, je vais vous répondre une chose. Il y a 10 ans, les Chinois ont dit qu'ils deviendraient les premiers constructeurs de navires au monde et les premiers armateurs au monde. Ils diraient que ça prendrait 10 ans pour le faire. Ils sont devenus les premiers constructeurs de navires au monde en 3 ans. Et ils sont devenus aujourd'hui sans doute la première flotte au monde
plus ou moins égalité avec les Grecs en 5 ou 6 ans. Donc oui, on peut les craindre. C'est inéluctable. C'est eux qui importent une grande partie des matières premières. Donc ils ont cet aspect-là sur le transport. Et c'est eux, bien sûr, je ne l'apprendrai pas, qui exportent une grande partie des biens que nous consommons. C'est pour ça qu'il faut absolument défendre notre souveraineté et notre indépendance économique et sociale. Un mot sur le Liban, rapidement. Situation dramatique. Le pays était déjà en défaut de paiement avant la catastrophe de ces derniers jours. La CMA-CGM assure 30% des volumes du port de Beyrouth. Comment est-ce que vous regardez ça? D'ailleurs, est-ce que vous êtes concerné? Non, nous ne sommes pas concernés. Professionnellement, très concernés comme citoyens, comme amis de ce grand pays, avec qui nous avons beaucoup d'atomes crochus. D'un autre côté, professionnellement, nous n'avons pas grand-chose à y faire, et nous ne pouvons que regretter ce qui s'y passe avec beaucoup de tristesse et de soutien moral. En quelques secondes, sur le vrac, vous précisez que ce n'est plus l'essentiel de votre activité, mais comment est-ce que vous voyez l'avenir du vrac dans la mesure où, a priori, on est dans une ère où le charbon va être de moins en moins présent, moins en moins une ressource énergétique mondiale, en tout cas pas une énergie d'avenir. Comment est-ce que vous regardez ça? C'est aussi pour ça que le vrac vous tend à devenir de moins en moins important dans vos activités? Non, c'est une volonté délibérée de se sortir d'une activité qui va de plus en plus être entre les mains des grands chargeurs, des grands exportateurs miniers, parce qu'il n'y a pas que le charbon, il y a le minerai de fer, des choses comme ça, et les grands utilisateurs industriels, les sidérurgistes et autres. Donc ça c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que, bien sûr, le charbon va diminuer, pas autant que ce qu'on peut imaginer, c'est encore très utilisé, mais il y a le grain, il y a les engrais, il y a le minerai, qui sont, eux, assez actifs aujourd'hui, qui vont être très utile pour la reconstruction, le redémarrage de l'activité ou la reconstruction de certains pays. Vous parlez du Liban. Merci beaucoup, Philippe Louis Dreyfus. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir pour votre regard sur ces actualités. Je rappelle que vous êtes le président du conseil de surveillance de Louis Dreyfus Armateur.